Alors nous allons donner la parole au docteur Cherif Akladios de Strasbourg sur la reconnaissance nationale de compétences pour la chirurgie des cancers gynécologiques. Vous avez la parole. Est-ce que vous voyez mon écran? C'est parfait. Très bien, on vous entend. Écoutez, je voudrais d'abord quand même vous remercier beaucoup d'avoir convié à cette... Diaporama, s'il vous plaît. On Vous voit m'entendez? très bien, mais on ne voyait pas le diaporama. Et là, on est sur votre... Voilà. Et là, comme ça? Et lancez le diaporama. Comme Merci. ça? C'est parfait. Très bien. Merci. Pardon, j'ai deux écrans en fait. Alors d'abord, je voudrais vous remercier quand même de m'avoir, d'avoir accepté que je présente notre démarche de reconnaissance de compétences en chirurgie cancérologique gynécologique. Et je dois vous avouer tout d'abord que j'étais bien sûr impressionné par votre institution et par les noms qui y siègent. Ça me faisait peur. Mais on m'avait dit, ne t'inquiète pas, il n'y a que de la bienveillance dans cette académie de chirurgie. Voilà, donc je suis rassuré, je vous présente cette démarche. Eh bien, la cancérologie gynécologique, vous connaissez bien le problème de la cancérologie gynécologique. Le problème essentiel est qu'elle est à la confluence de plusieurs disciplines chirurgicales. On ne peut pas faire de la cancérologie gynécologique, même la petite cancérologie. Quand on fait une tumeur borderline de l'ovaire, on fait une appendicectomie. Ce n'est pas de la gynéco. On fait une omentectomie infracolique. Ce n'est pas de la gynéco. Ça, c'est le plus simple. Mais quand on fait du cancer de l'ovaire, eh bien, on est obligé, dans presque 50% des cas, obligé à faire une résection rectosigmoïdienne avec une anastomose. On est obligé d'aller enlever du péritoine derrière le foie, sous le foie. C'est compliqué. Ce n'est pas que la sphère génitale. D'abord. Et d'ailleurs, à ce propos, la FIGO, dans son rapport de 2018, a bien précisé, c'est qu'un oncologue ou un gynéco-oncologue doit connaître, doit maîtriser pour faire de la cancérologie gynécologique. On doit bien sûr faire un curage lombo-aortique. Bon, d'accord, curage pelvien, d'accord, mais en même temps, on doit faire les omentectomies, les péritonectomies et les iliostomies, qu'on ne fait pas souvent. On doit avoir la possibilité quand même de faire des résections rectosigmoïdiennes, de faire une péritonectomie sous-diaphragmatique, de faire une splénectomie dans le cadre d'une carcinose pour un cancer de l'eau. Tout ça dépasse bien sûr le sphère gynécologique ou génitale. Maintenant, est-ce que finalement un gynécologue a cette légitimité? Est-ce qu'il peut faire ça? Ben oui, il peut faire ça. En fait, il peut, parce que dans la littérature internationale, les complications liées à un geste de résection anastomose réalisé par un oncogynécologue est à peu près pareil que celle faite par un chirurgien général ou même par un chirurgien colorectal, même si ce n'est pas les mêmes indications, ce n'est pas les mêmes résections, ce n'est pas la même chose. En gynéco, c'est peut-être un peu plus petit. Mais en même temps, on peut faire les gestes en n'ayant pas une explosion des complications. La condition, c'est quoi? C'est d'être bien formé, d'être capable de faire le geste, d'être bien formé et d'avoir l'habitude de faire le geste. Et c'est là, en fait, notre talon d'Achille ou le péché originel de la chirurgie gynécologique, c'est la formation chirurgicale. On a très peu de formation chirurgicale comparativement à ce qu'on doit faire. Par exemple, en formation initiale, il est obligatoire de passer 2 stages de 6 mois dans un service de chirurgie. C'est très peu sur les 6 années d'internat. C'est insuffisant. C'est évident que c'est insuffisant. Eh bien, et on n'a aucune autre formation complémentaire spécifique. On n'a pas de DESC, on n'a pas de FST, on n'a rien. Donc, c'est 2 stages en chirurgie générale où on est les derniers à faire des toutes petites choses, mais on n'apprend pas obligatoirement. On a une bonne culture peut-être, mais 2 stages, c'est pas assez. Et en post-internat, on n'a rien du tout. Dans les autres pays européens, il y a une spécialité qui s'appelle oncogynéco. C'est une spécialité reconnue où les gens sont formés, il y a un cursus de formation avec un cahier de charges, un lookbook où les gens doivent se former sur ces techniques, ils doivent prendre le temps de se former. Et c'est encore une fois, notre péché original, on n'a pas ça, on n'a aucun parcours identifié pour la formation en cancérologie gynécologique. Un vrai problème. Deuxième point important, l'éparpillement de l'exercice de la cancérologie. Ça a été prouvé 10 fois, 1000 fois partout en France, dans la littérature internationale, que
le volume d'activité va conditionner le résultat, la survie, les complications. Plus on fait, c'est normal, on fait bien ce qu'on fait souvent. Et alors, plus on fait des gestes liés au cancer de l'ovaire, enfin, plus on sera capable de le faire, plus on sera capable de gérer les complications, la prise en charge périopératoire. Donc, il est très important d'avoir un volume d'activité et alors un volume d'activité qui permet de garder cette compétence. Alors, il se trouve que dans la littérature internationale, le chiffre de 20 cancers de l'ovaire de stade avancé par an a été retenu pour différencier les volumes à haut volume d'activité, les hôpitaux à haut volume d'activité. En France, la situation est très différente. Nous avons 411 institutions qui ont l'autorisation de traiter les cancers. 71% d'entre elles font moins de 10 cancers de l'ovaire par an. Moins de 10 cancers de l'ovaire par an. Si vous avez 3 chirurgiens, chaque chirurgien fera 2 ou 3 cancers de l'ovaire par an. Très peu, très peu. Et finalement, on n'aura que 10% des établissements qui ont l'autorisation de traiter les cancers qui feront plus que 20 cancers de l'ovaire par an. C'est très peu. Et du coup, en fait, environ 50% des malades, 55% pour être correct, 55% des malades, ça c'est les données du PMSI 2011, sont traités dans des établissements, des hôpitaux, des cliniques qui font moins de 10 cancers de l'ovaire par an. Et ça, c'est une vraie perte de chance pour les patientes, bien sûr. Alors, n'en parlons pas de l'hystérectomie élargie, parce qu'en France, il y a maintenant l'indication de l'hystérectomie élargie diminue avec le dépistage, le vaccin, et finalement, on en fait de moins en moins. Et il y a très peu de centres en France qui font le nombre nécessaire, qui est une dizaine d'hystérectomies élargies. Donc, la compétence se perd. Il faut peut-être centraliser un peu, mais ça, c'est un mot qu'on n'utilise pas souvent. Alors, d'où l'idée de cette démarche de reconnaissance de compétences. Eh bien, ce sont les sociétés savantes qui ont pris à bras-le-corps ce projet. L'idée, le principe de la démarche, c'est de certifier. Enfin, c'était certifié, mais on a trouvé certifié un terme très officiel. Donc, on a changé par reconnaître. Reconnaître par un jury national les compétences d'un praticien pour la prise en charge des cancers gynécologiques au vu d'un parcours professionnel. Ce qui signifie, dans le contexte national, la définition d'un cursus à accomplir par les candidats en formation en vue d'une certification, d'une part, pour les internes, on n'a pas de FST, on n'a pas de DESP, on n'a rien. Et pour les personnes déjà en exercice, la détermination des acquis nécessaires pour certifier les compétences d'un chirurgien en exercice. C'est l'objectif. Alors, l'objectif, c'est quoi? C'est finalement améliorer, bien sûr, la qualité de la prise en charge des patientes atteintes de cancer gynécologique. Comment? En améliorant la qualité de la formation des chirurgiens qui prennent en charge ces pathologies, d'une part, et d'autre part, et ça c'est aussi important, d'identifier peut-être et de protéger de problèmes médico-légaux et assurantiels les collègues qui réalisent cette chirurgie en attestant de leurs compétences par un jury national. C'était l'idée. Comment on l'a fait? Eh bien, d'abord, ça a commencé par la constitution d'un jury national, 10 membres désignés, les sociétés savantes qui sont la Société française d'oncologie gynécologique, le Collège national des gynécologues et des obstétriciens, la Société de chirurgie gynécologique et pelvienne et la Société française ou francophone de chirurgie oncologique se sont mis d'accord. Chacun a désigné 2 membres avec un représentant du CNU de gynécologie obstétrique et un représentant du cancer, ça fait 10 membres, qui se sont mis d'accord pour travailler sur quelques axes. Et finalement, voici les résultats des travaux de ce comité. Ces 6 points, je vais y passer rapidement. D'abord, l'établissement d'un cahier de charges à remplir par un candidat qui veut avoir une reconnaissance de ses compétences. Le cahier de charges, c'est 4 volets: formation, ça c'est la partie la plus importante, recherche et publication, enseignement et inscription dans une dynamique de formation continue. Faire partie d'une société savante qui traite le cancer. Chaque item va être valorisé par un nombre de points et au total, il faut avoir un score, un certain score, peu importe, mais on avait décidé que c'est 100 sur 120 pour être reconnu par ce comité. Deuxième point, la définition d'un logbook. Ça, c'est très important
parce que c'est vraiment ça qui va montrer que le candidat est capable ou pas capable, il a été formé ou pas formé. Eh bien, le logbook, on n'a pas inventé un logbook, on a pris le logbook européen de la Société européenne d'oncologie gynécologique. On avait dit que c'était finalement ça qu'on doit chercher chez un candidat. Globalement, il doit avoir fait une vingtaine lui-même, ou à 4 mains, une vingtaine de chirurgies de réduction tumorale maximale pour un cancer de l'ovaire avec une résection digestive et peut-être une chirurgie de l'étageus mésocolique avec une péritonectomie sous-diaphragmatique. Il faut être capable de faire ça. Il faut dire qu'une personne qui a cette reconnaissance ne doit pas forcément faire tout ça tout seul, mais en fait, la personne doit être capable de commencer, d'initier la chirurgie, de connaître l'indication et finalement d'avoir cette culture de multidisciplinarité, de connaître ses limites, de savoir où s'arrêter, comment s'arrêter, qu'est-ce qu'il faut faire, qui appeler. Et ça, c'est une culture, c'est important d'avoir cette culture quand on prend en charge ces malades assez lourds. En plus, pour la gestion des complications après. Troisième point, c'est les critères d'éligibilité à la reconnaissance pour un chirurgien en exercice. Qu'est-ce qu'on demande à un chirurgien en exercice? C'est simplement de remplir le logbook et le cahier de charge. Il faut qu'il soit bien sûr titulaire d'un DES. Voilà, ça c'est des petits détails. Mais le plus important, c'est le logbook et le cahier de charge. Un élément très important quand même, il faut avoir validé au minimum 2 ans en tant que chirurgien senior dans une structure qui prend en charge les cancers gynécologiques avancés. C'est très important parce que je pense que c'est le fait d'être en contact avec des chirurgiens rompus à cette pratique de chirurgie lourde, compliquée, c'est ça qui va former les nouveaux chirurgiens. Ce n'est pas que la théorie, en fait. Il faut être présent dans des stages pendant une certaine période de temps. 2 ans pour les chirurgiens en exercice. Pour les internes en formation, ce cursus se fait en 5 ans. Il faut au moins 2 ans en tant que chirurgien gynécologue senior dans un service qui fait de la chirurgie cancérologique lourde. En plus, pendant l'internat, 1 an en tant que docteur junior, c'est un nouveau concept, le docteur junior. Il faut profiter de ça pour aller dans des services de chirurgie et avoir validé au minimum pendant son internat 2 ans, et pas 2 stages, 2 ans dans un service, soit de chirurgie digestive, soit de chirurgie cancérologique avancée. Maintenant, les services de chirurgie gynécologique avancée prêtent à former les internes, c'est qui? Eh bien, ça, c'est très difficile à dire parce que tout le monde, quand on demande qui peut faire, tout le monde lève la main. Mais en fait, finalement, on avait décidé de faire une charte d'adhésion des services ou des filières de formation parce qu'il se trouve que dans certaines villes, le cancer de l'ovaire avancé se fait en chirurgie digestive, mais le cancer du col avancé se fait en chirurgie chez les urologues, peut-être, ou peut-être l'endomètre en chirurgie gynéco, enfin peu importe. En tout cas, celui qui veut le service qui n'a pas tous ces éléments, il peut se mettre avec un autre service pour créer une filière de formation. Comme ça, dans chaque territoire, dans chaque département, il y a globalement un endroit, une filière de formation qui associe les digestifs, les gynécologues, les urologues pour former à la fin une personne capable de prendre en charge un cancer gynécologique correctement. Ça, c'est l'idée. Alors, cette charte d'adhésion, c'est globalement un volume d'activité, d'une part, d'autre part, des processus d'évaluation de ces pratiques par des réunions de mortalité, des réunions des RCP et aussi des publications scientifiques sur la cancérologie. Après, ce comité s'est penché un peu sur les besoins. Est-ce que tout le monde doit avoir cette certification? Est-ce qu'il faut limiter? Qui? Combien? De combien de personnes aurons-nous besoin en France? Alors, on avait dit 2040, c'est à terme. Eh bien, c'est simple. On avait calculé, c'est mathématique. En fait, on avait environ 12 000 chirurgies pour cancer, exérèse de cancer. On avait 3 800 cancers de l'ovaire par an en France. Si un chirurgien fait 2 interventions d'exérèse par semaine et 10 cancers de l'ovaire par an, c'est le minimum quand même. 10 cancers de l'ovaire par an, ça veut dire 1 cancer de l'ovaire par mois. Je pense que moins que ça, il perd. Enfin, je ne sais pas si on peut se permettre de dire ça, mais on perd la main en fait. On perd les réflexes.
Donc, c'est le minimum. Et si on fait ça, ben, on aura besoin de 130 spécialistes. 130 spécialistes, ça fait 2 spécialistes par 1 million d'habitants. C'est exactement ce qu'il y a aux États-Unis, dans les pays scandinaves. C'est à peu près ça. C'est 2 oncogynécologues par million d'habitants. Bon, ça, c'est à titre indicatif, bien sûr. On n'a pas été mandaté pour réguler, pour mettre de l'ordre dans les. Mais c'est une idée, c'est à titre indicatif. On aura besoin, au total, de 130 spécialités. Et c'est important parce que quand on a annoncé ce projet à nos collègues gynéco-obstétriciens, ils ont dit, mais attention, si tout le monde commence à faire de la cancérologie, on ne trouvera pas d'obstétriciens. Vous savez bien, l'obstétrique, c'est un vrai problème, un problème de santé publique, parce qu'on a de moins en moins d'obstétriciens, ils ne veulent pas faire ce métier assez lourd, et donc finalement, il y aura une fuite de la gynéco-obstétrique vers cette filière d'oncologie. Finalement, on n'aura pas besoin de beaucoup plus que 130, 150, peut-être avec les aléas, 2 à 3 chirurgiens par million d'habitants. C'est tout ce dont on aura besoin pour couvrir tout le territoire. En conclusion, la reconnaissance de compétences en chirurgie cancérologique, gynécologique, pour nous, en gynéco-obstétrique, c'est un projet fondamental. Il va permettre d'améliorer la qualité de la prise en charge des cancers gynécologiques. Il va permettre d'identifier, d'abord, parce qu'aujourd'hui, en fait, c'est pas tout à fait comme ça, mais c'est pas faux non plus de dire que tout le monde peut faire ce qu'il veut faire. Il n'y a pas de règle, enfin pas vraiment. Donc, ce projet permettra d'identifier et de protéger les chirurgiens qui prennent en charge ces cancers en ayant un parcours de formation bien défini. Et puis, finalement, c'est aussi un alignement sur les critères de qualité internationaux. Merci pour votre attention. Merci beaucoup pour votre communication qui aborde un vrai sujet de fond et qui d'ailleurs se pose à beaucoup de spécialités dans différents domaines. Est-ce que vous avez des questions? Alors Bernard Cron. Bonjour Hubert. Bonjour Bernard, tu as la parole. Merci beaucoup. C'est un vrai problème et je félicite ce collègue de poser un problème qui est beaucoup plus général, qui rejoint le problème de la prise des urgences en viscéral. On en avait parlé à l'Académie l'année dernière dans une présentation superbe que tu avais faite qui indiquait que 45% des urgences viscérales étaient mal prises en charge. Ça pose un problème de la formation entre l'hyperspécialité et la chirurgie plus générale, non pas comme m'avait dit un doyen que j'avais interpellé, je ne vois pas un chirurgien viscéral faire l'orthopédie, c'était une provocation. Il s'agit simplement qu'un chirurgien puisse prendre en charge en urgence l'abdominopelvien et que l'ultra-spécialisation ne soit pas si compliquée que ce que propose notre présentateur ne trouvera pas l'oiseau rare qui sera capable d'avoir fait chaque année le nombre d'interventions qu'il propose. Ça pose 2 problèmes. Le premier, c'est la formation de la chirurgie générale viscérale, abdominopelvienne. Et deuxièmement, ça pose le problème de l'internat. On en avait d'ailleurs discuté par téléphone cet été. Je pense que c'est un vrai problème. L'internat de nos générations pouvait commencer en 4e année, c'était le cas de mon ami Jean Caddy, nommé premier concours à l'extérieur à l'internat. Moi, j'ai commencé mon internat en 5e année. Actuellement, avec l'internat moderne, puisque c'est par cooptation que le choix se fait selon le classement, il ne commence qu'en 7e année. Il faut revenir à une formation des médecins lors du 2e cycle qui permette d'accéder à un internat dans une filière très organisée, soit vers la chirurgie, soit vers la médecine, pour pouvoir avoir des internes qui commencent plus tôt. Sinon, les chirurgiens que vous définissez pour l'abdominaux, pour le pelvien, ne pourront commencer leur exercice et d'opérer de façon libérale, puisque plus de la moitié de la chirurgie est faite en libéral et non pas à l'hôpital, qu'à un âge de plus de 35 ans. Je crois qu'avec la pénurie de chirurgie actuellement, ça va décourager encore plus le choix de la chirurgie. Et au lieu d'être choisi par l'élite, j'ai vu ce que ça a donné cette année, le classement de l'internat a été choisi dans des spécialités sans garde et sans urgence.
Donc, Mais sur alors, ce plan-là, le mérite de l'Académie serait de se pencher sur ce problème et de proposer des solutions réalistes. Voilà ce que je voulais dire, mes amis. Nous y réfléchissons et nous en avons parlé avec les présidents. Je voudrais poser une question, vous poser une question. Donc, moi, je salue tout à fait, en tant que vice-président du CNP de chirurgie viscérale et digestive, le projet que vous avez montré. Alors, la question, c'est est-ce que votre CNP a soumis cette suggestion aux tutelles, en particulier à la DGES? Je vous pose cette question parce que nous avons fait le même processus en chirurgie bariatrique pour établir un cahier des charges, en estimant que ce n'était pas aux tutelles de fixer les règles, mais aux médecins eux-mêmes. La DGES a reçu parfaitement notre projet. Il l'a adopté, mais de façon beaucoup plus lâche, avec des seuils beaucoup plus bas. Je pense que leur problématique, c'est le maillage plus que la qualité. Est-ce que vous pouvez répondre à cette problématique? La problématique de la CMP et de la présentation ou la problématique du maillage? La problématique de ce qu'en pense le pouvoir public et comment arriver à vos fins pour aboutir à une prise en charge de qualité. Voilà. En fait, si vous voulez, comme vous le savez bien, en avril 2021, il y a eu les nouveaux décrets d'application pour la prise en charge des cancers. Chaque établissement doit, en même temps, alors il y a une forme de centralisation parce que pour la cancérologie gynécologique, on avait un seuil de 20 cancers gynécologiques par an pour un établissement, y compris ovaires, endomètre, col. À partir de juillet 2023, ça va être 20 cancers au total pour les mentions 5A et pour les mentions 5B, 20 cancers de l'ovaire en plus. Donc, il faut faire 20 cancers avancés de l'ovaire ou du péritoine, voilà. Et donc, finalement, il y a un cadre. Après, chaque établissement doit donner doit montrer qui est capable dans son établissement de faire ça. Ça veut dire, si on dit l'établissement qui demande à avoir cette autorisation, il doit avoir des candidats capables de réaliser ces gestes. Alors, ces candidats capables, comment on les choisit? Ben, le CMP a compris que là, CMP gynéco, il a compris que là, on aura un problème. Si on ne propose pas, nous, quelque chose, une sorte de, comme ça, un cahier de charge, une certification, je ne sais comment, mais quelque chose qui définisse les chirurgiens capables, les chirurgiens gynécologues capables de prendre en charge ces pathologies, finalement, la pathologie, par exemple, péritoniale, ovarienne, peut disparaître de la discipline. Parce que finalement, on est en dehors de la sphère gynécologique. Donc, le CMP est au courant, bien sûr, de la démarche. Il était avec nous dans la démarche. Il devait présenter aux tutelles cette démarche telle qu'elle est pour savoir s'il la valide ou pas, pour finalement donner une sorte d'autorisation, mais à titre personnel, pour les personnes capables de prendre en charge ces pathologies sur le plan chirurgical. Maintenant, vous savez bien, vous étiez président de CNP, ces démarches prennent du temps. Oui, oui. Mais peut-être que la réforme de la nomenclature pourra vous aider dans ce sens, puisqu'elle est actuellement en cours. On espère bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, Jean-Pierre Rosenbaum. Oui, avez-vous beaucoup de candidats pour suivre le cursus, enfin pour suivre le cahier des charges que vous avez présenté? Alors nous avons présenté la première session de certification, c'était en décembre 2021. On avait 11 candidats, 11 personnes qui ont reçu leur certification et une personne qui n'a pas été reçue parce qu'elle n'avait pas les prérequis nécessaires. Et là, on devait avoir la deuxième certification bientôt également. Alors, les gens commencent à s'intéresser de plus en plus. En fait, les gens se présentent parce qu'ils s'inquiètent. Ils disent qu'à un moment donné, ça va être officiel et ils vont me coincer sur ça. C'est pas très bien dit peut-être, mais en fait, à un moment donné, les gens disent, oh là, peut-être il faut que je m'y mette. Donc, ceux qui font du cancer, ils commencent à garder leur compte rendu opératoire et dire, voilà, mais j'ai quand même le volume nécessaire. Et les internes, aujourd'hui, comme il y a un vide, eh bien, les internes, ils sont très intéressés. Les associations des jeunes internes en formation, ils sont très, très intéressés. Ils ont fait déjà un papier, ils ont fait
ils nous ont invités à parler à plusieurs reprises et ils sont intéressés, mais je ne sais pas comment les choses vont évoluer. C'est un projet très débutant. Mais je peux prendre la parole? Bien sûr. Comment vous positionnez-vous quand on entend parler de reconnaissance ou de certificats parfois ou de compétences? Comment vous vous positionnez par rapport aux instances universitaires ou aux instances ordinales? Ou est-ce que vous avez eu des échanges, des discussions? Les instances ordinales, ça, on est aussi en contact avec les instances ordinales. Si vous voulez, maintenant, il y a la certification périodique, en fait, la recertification. Et dans la recertification périodique qui sera proposée par l'Ordre des médecins, eh bien, le problème, il n'y a pas le volet cancérologie. Et donc, nous, on voudrait bien, et d'ailleurs, on travaille là-dessus, on voudrait bien que cette certification ou cette reconnaissance soit reprise par l'Ordre des médecins et que ça devienne ça, les conditions pour la recertification, mais pour la chirurgie cancérologique. Parce que quand on sort de l'internat ou du clinicat de gynéco-obstétrique, on est gynéco-obstétrique général. Il n'y a pas de FST, de cancérologie, donc il n'y a pas de qualification de cancérologue. Il n'y en a pas. Ouais, on voudrait bien que la recertification proposée par l'Ordre des médecins prenne cette démarche et donne une certification, une recertification, mais en cancérologie gynécologie. Oui. Chirurgie cancérologique. En fait, les gynécologues, c'est des chirurgiens. Par définition, c'est une discipline chirurgicale. Vous êtes au CHU ou vous êtes dans un centre anticancéreux à Alicante? Vous êtes où? Non, je suis au CHU, je suis chef de service de gynéco-obstétrique et je suis le responsable de la filière oncogynéco US-ICONS. D'accord. Parce qu'en même temps, si vous voulez, le collègue qui a son diplôme de chirurgie gynécologique, après son internat, son clinica, il va devoir, pour faire de la chirurgie cancérologique, à nouveau passer une certification complémentaire. Pour faire de la scénologie, il va devoir passer également une certification supplémentaire. Comment ça se passe? Parce que là, ça devient une cascade de formations supplémentaires nécessaires qui font que les cursus de formation deviennent de plus en plus longs et spécifiques. Et vous rétrécissez le champ d'activité des collègues. Vous avez tout à fait raison. C'est très intéressant ce que vous dites. C'est justement ça, toute la réticence de certains collègues à ce genre de reconnaissance de compétences. Le problème est qu'on n'a pas le choix. Vous connaissez la discipline de gynéco-obstétrique. En gynéco-obstétrique, on peut faire du diagnostic anténatal, de la PMA, de la ménopause, de la chirurgie bénigne, de l'incontinence urinaire, des fibromes de l'utérus et de la cancérologie et de la chirurgie mammaire. Ben, comment voulez-vous qu'un interne, en terminant ses 5 ou 6 ans d'internat, puisse exceller dans tout ça? C'est impossible. Donc, soit problématique sur l'ensemble. Un peu plus. Vous savez, là, je pourrais donner la parole à mon ami Jean-Pierre Rosenbaum, qui est ophtalmo. Il pourrait vous dire qu'en ophtalmo, même ça vous semble peut-être un petit organe, mais il y a des sous-ensembles complètement incroyables et que, je ne sais pas Jean-Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Parce que le spécialiste de la chirurgie réfractive, est-ce qu'il est compétent pour faire d'autres choses et comment on va devenir ophtalmo et compétent, transversal, capable de répondre à la demande des patients? Parce que c'est ça la question. Alors, comme on a de plus en plus une nécessité ou presque une obligation de résultat, on forcément, dans le cadre de chaque spécialité en particulier à un autre, on est obligé de s'hyper spécialiser. Et donc, il y a des chirurgiens qui sont dans le segment antérieur, qui vont s'occuper, par exemple, spécialistes en cornée, d'autres ils vont spécialiser en cataracte, d'autres spécialisés en chirurgie réfractive, d'autres en rétine, etc., d'autres en strabisme. Mais là, je dirais que la spécialité s'est cloisonnée spontanément. C'est-à-dire que moi, par exemple, qui fais du segment antérieur, je ne vais pas m'amuser à faire de la rétine, ni même du strabisme. Et je pense que ce référencement, c'est presque un autoréférencement et reconnu, parce que c'est même pas, je dirais, moi, personnellement, je n'aurais aucun intérêt, je dirais, intellectuel, technique, à faire aujourd'hui un strabisme. Pareil pour les gens qui font du strabisme. Par rapport à le vrai sujet, c'est où se trouve l'autorité, voire l'instance de régulation ou de réglementaire, qui soit elle est acceptée spontanément par les collègues en auto-système au sein de la société savante
où vous avez finalement, vous reconnaissez le segment antérieur, le segment postérieur, etc. Et puis d'autres. Et c'est peut-être plus simple que de vouloir demander une estampille officielle au Conseil national de l'ordre qui va vous empêcher de faire votre évolution thérapeutique. On va demander aux cardiologues, aux chirurgiens cardiaques qui veulent mettre des TAVI, on va leur mettre des parcours du combattant pour devenir cardiologue interventionnel. On a vu ça en endoscopie digestive, c'est pareil. L'endoscopie digestive interventionnelle, on a entendu les collègues d'hépato-gastro-entéraux médecins qui nous disent mais on ne va pas donner ça à un chirurgien, il faudrait qu'il refasse 5 ans d'études dans notre système pour pouvoir mettre faire quelque chose en endo interventionnel. Donc tout ça, moi je pense qu'il y a un gros problème à la fois de la surspécialisation et des obstacles à une pratique plus ouverte, plus transversale, qui menace finalement la santé publique, parce que les collègues auront de plus en plus de mal à faire des choses, ils auront peur, ils n'auront pas les certificats, et donc ils hésiteront, ils le feront peu. Mais vous avez tout à fait raison, mais c'est justement ce que j'ai essayé de dire en fait à la fin, peut-être pas bien dit, et que finalement, ce ne serait pas à tout le monde de faire ça. C'est à peu de personnes. C'est à, voilà, enfin, on avait mis les chiffres, mais globalement, ce ne serait pas demandé à tout le monde de le faire. Et d'ailleurs, c'est pas rendre service aux gynécologues obstétriciens, de tous les gynécologues obstétriciens de faire ce type de chirurgie qui est compliqué. Et en même temps, il ne faut pas quand même oublier qu'à la fin, il y a les patientes derrière aussi. Ça veut dire faire ça par quelqu'un de non qualifié, ça l'expose et ça expose la patiente. C'est vrai qu'il n'y a pas de régulation, on fait ce qu'on peut. Ces débats sont à maintenir au sein des CNP, spécialisés discipline par discipline, et au niveau des sociétés savantes. Et il faut plutôt attendre d'elles, des sociétés savantes, de prendre elles-mêmes leurs règles de fonctionnement, plutôt que d'attendre la bénédiction de l'université ou du Conseil national de l'ordre, parce que finalement, on va vous imposer des règles normatives, administratives, qui seront impossibles à tenir. Alors, je voudrais vous remercier pour cette remarque très intéressante, parce que finalement, c'est ce qu'on a fait. Ça veut dire on a commencé, c'est les sociétés savantes qui ont pris les choses en main, on a fait, on avance, on demande, mais en même temps, on continue notre chemin de reconnaissance par les sociétés savantes. Alors, il y a un auditeur qui souligne la problématique également de la formation pour les chirurgiens qui ne sont pas français, qui sont dans leur pays, et qui doivent traiter ces pathologies et qui ont des difficultés qui doivent être peut-être plus importantes que celles que nous avons. Merci beaucoup.